Bonjour, dans le rendez-vous des entrepreneurs aujourd'hui, nous allons voir quelle est la forme juridique à choisir pour pouvoir créer son entreprise. Bonjour maître Gladys Saint-Clément, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis avocate au barreau de la Guadeloupe, mais j'exerce également en Martinique, puisque avec mon associé, nous avons créé une structure interbarreau qui nous permet d'intervenir aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc, vous avez quelle spécialité? Alors, j'interviens principalement en droit des contrats, en droit des affaires et en droit immobilier. Très bien. Alors, aujourd'hui, notre problématique, c'est la création de son entreprise. Quelle structure juridique choisir? Alors, pouvez-vous nous dire comment on fait déjà pour créer une entreprise? Quelles sont les démarches? Et en combien de temps, aujourd'hui, peut-on créer une entreprise? Alors, tout d'abord, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneur peut, avec ses compétences, créer une entreprise simplement. Il peut tout d'abord, il doit envisager la forme juridique de son entreprise et il a plusieurs options. Donc, il peut vouloir exercer en entreprise individuelle ou sous la forme de société. S'il veut intervenir, il veut exercer en entreprise individuelle, les démarches seront plus simples. Il peut aller sur le site du guichet unique qui est accessible à tout le monde et qui lui permettra de déposer ses pièces très simplement, justificatif de domicile, l'objet social de son entreprise, et en une semaine, voire 15 jours maximum, si son dossier est complet, il reçoit son immatriculation et tous les organismes, que ce soit Trésor public ou l'URSSAF, seront donc au courant de cette création et lui enverront les récépissés de la déclaration qu'il a faite. Très bien. Si il veut créer une société, là, les démarches seront beaucoup plus lourdes. Elles restent simples, mais les formalités sont quand même beaucoup plus lourdes, puisqu'il faudra, s'il le souhaite, être accompagné, mais il peut le faire seul. Il doit donc rédiger des statuts, parce qu'en créant une société, il crée une nouvelle personnalité juridique. Donc, il doit rédiger des statuts. Il peut toujours aller sur le site du guichet unique qui lui permettra de déposer toutes ses pièces, mais les formalités seront un petit peu plus lourdes puisqu'il devra déposer une annonce au journal légal pour pouvoir déclarer sa société. Il devra justifier la domiciliation de son siège. Il devra également déposer une déclaration de non-condamnation puisqu'il faut qu'il prouve qu'il a les capacités de pouvoir gérer une société. Et s'il s'agit d'une société qui a un objet particulier, il devra également justifier d'une licence ou d'une compétence particulière. Là aussi, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si le dossier est complet, eh bien, en 48 heures, il recevra son cabis. Oui, donc en fait, on est loin des délais qui étaient pratiqués auparavant. Oui, d'autant plus que maintenant qu'il y a la dématérialisation, donc on fait plus la queue comme avant au greffe ou à la chambre des métiers ou à la CCI où on attendait son tour, on prenait un ticket et on faisait la queue. Donc on est loin de cette époque. Maintenant, on est derrière son ordinateur, on a ses pièces, on les scanne et on envoie le tout au guichet unique qui est géré par l'INPI. Et donc qui est géré par l'INPI, vous avez l'INSEE, l'URSSAF, le Trésor public qui sont en cohésion et en 2 clics, l'entreprise, elle est créée. Très bien. Donc là, la personne, elle est dans la phase où elle se dit, bon ben, je veux créer mon entreprise, soit je me fais accompagner par un avocat, soit je le fais, j'ai la compétence, je le fais tout seul. De toutes les façons, allez, dans un délai de une semaine grand maximum, ma société est créée. Mais quelle est justement la forme juridique à choisir? Vous allez nous l'expliquer, il y a deux grandes différences entre l'entreprise individuelle et les sociétés commerciales. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences? Alors, je vais synthétiser parce que l'émission ne sera pas assez longue pour pouvoir tout détailler. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a l'entreprise individuelle.
on va dire à peu près 60 à 90% du tissu économique est composé d'entreprises individuelles. Donc l'entreprise individuelle, le plus souvent, c'est un entrepreneur qui est seul, ou une femme ou un homme, qui décide de créer son entreprise sans passer par une structure de type société. Donc, il décide de créer son entreprise parce qu'il estime qu'il n'a pas besoin d'associés, ou alors il peut avoir un salarié ou deux salariés, mais il n'a pas envie de s'engager dans des formalités qui peuvent paraître très lourdes. Donc, quand on est en entreprise individuelle, on n'a pas besoin de faire des assemblées générales, on n'a pas besoin de déposer ses comptes également au greffe, et la comptabilité, elle est beaucoup plus simple. Donc, généralement, le chef d'entreprise, que ça soit pour une activité libérale, ça peut être un avocat, un expert comptable, ou ça peut aller du plombier à la couturière. Ils vont passer par l'entreprise individuelle parce que c'est beaucoup plus simple en termes de logistique, de gestion et de comptabilité. La nouveauté qu'il y a aussi dans le cas de ces structures, puisque c'était l'inquiétude des entrepreneurs, c'était je crée mon entreprise individuelle, mais il y a le risque que mon patrimoine personnel soit impacté. Et depuis la loi de modernisation du 15 mai 2022, cette inquiétude, elle est dissipée, puisque l'entrepreneur individuel voit distinguer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. C'est automatique. Il n'a pas besoin d'aller chez le notaire pour faire une déclaration d'insaisissabilité de son domicile, par exemple. Et ça a permis d'alléger la gestion de beaucoup d'entrepreneurs qui se forçaient à créer des sociétés, alors qu'ils n'arrivaient pas du tout à gérer une structure comme une société, pour pouvoir éviter les saisies sur leur patrimoine personnel. Donc ça, c'est une véritable révolution pour l'entrepreneur individuel, puisque les choses paraissent beaucoup plus simples. Maintenant, si on veut créer une société, l'objectif est différent. L'objectif est différent, pourquoi ? Parce qu'on va prendre plusieurs paramètres, notamment si on a une volonté de développer son activité, si on veut un régime fiscal particulier, si on veut optimiser la rentabilité, si on a besoin d'associés. Là, effectivement, la structure de la société sera peut-être plus adaptée à l'entrepreneur. Alors, c'est là où on rentre dans la partie un peu fastidieuse à se dire, là, je veux aller vers une société parce que je veux m'associer, ou tout simplement, c'est un modèle juridique qui me convient. Comment choisir parmi les sociétés commerciales celle qui me correspond ? Oui, alors il y en a plusieurs, évidemment. Alors les deux principales qui sont les plus usitées chez nous, c'est la SARL et la société, la SAS, donc la société par action simplifiée. Après, vous avez la SA, la SNC, mais généralement, dans le cadre de nos activités commerciales, elles sont très peu utilisées, puisque on a un tissu qui est pratiquement composé que de PME et de TPE. Donc, le plus souvent, ce sont des SARL et des SAS. Alors, les deux peuvent être composés d'un associé. Donc, la SARL va devenir, du coup, une EIRL. Et la SAS, qui est composée d'un associé, va devenir une SASU. Donc, Société par action simplifiée à associé unique. Et effectivement, il s'agit de sociétés avec une activité commerciale. On n'a pas besoin d'un capital. Le capital minimum, c'est de 1 euro pour commencer. Donc, c'est plus comme avant les années 90 où on devait commencer avec un capital de 7 500 euros. Là, avec 1 euro, on peut ouvrir sa société et on peut s'associer. Donc, avoir un projet commun avec d'autres associés pour pouvoir développer son activité. La différence avec l'entreprise individuelle, c'est que l'entrepreneur doit se mettre en tête que c'est sa société, mais c'est une autre personne. C'est une personnalité juridique à part entière. L'entrepreneur, quand il est en entreprise individuelle, c'est lui et lui seul. La société, elle devient une personne à part entière. Je dis ça parce qu'il y a le risque de vouloir emprunter les fonds
de la société pour pouvoir assurer ses intérêts personnels. Mais il faut savoir que c'est illégal puisque c'est un délit. Encadré. C'est un délit, c'est encadré et c'est considéré comme un délit d'abus de biens sociaux. Et souvent, l'entrepreneur ne comprend pas qu'il puisse être inquiété par la loi parce qu'il aurait utiliser les fonds de la société. Donc tout doit être bien encadré. La société a son compte à elle. Si elle doit utiliser cet argent pour payer les salaires ou pour payer les fournisseurs, pour payer des formations par exemple, ben cela doit être bien encadré par des écrits et par une comptabilité pointilleuse. Tout à fait. Et en termes de rémunération, donc un chef d'entreprise peut se rémunérer, mais effectivement n'a pas le droit de faire des prélèvements. Tout à fait. À tout hasardeux, on dirait. Exactement. Pour Exactement. son compte tout personnel tout à par fait. le biais de la société. Voilà. Il faut que ça soit cadré, il faut que ça relève soit d'un contrat de salarié, donc un contrat de travail, ou alors une rémunération qui est due au président dans les statuts et qui est prévue dans les statuts, tout à fait. Alors, donc là, on a vu les différentes caractéristiques, mais par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer en termes d'exemple la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre une SAS, alors la société par action simplifiée, qu'elle soit faite seule, donc en unipersonnel ou à plusieurs SAS, et par exemple une SARL. Quelles sont les grandes différences entre ces deux structures qui peuvent soit être faites seules ou à plusieurs, EURL, SARL ou SAS et SASU. C'est ça. Alors quelle est la différence entre ces deux? Alors la plus grande différence va résider dans la souplesse de la SAS, c'est-à-dire que quand on va rédiger les statuts de la SAS, on aura une plus large souplesse en termes de rédaction des statuts. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas y mettre n'importe quoi, mais on peut adapter les statuts en fonction de sa volonté, des intérêts de chacun. Je donne un exemple simple. On peut décider que le président peut prendre des décisions seul, comme le transfert du siège de la société ou le contracter un bail commercial, etc. Ou on peut décider que cette décision-là puisse être prise à l'unanimité ou à la majorité des associés. La SARL a également cette liberté contractuelle, mais elle est plus encadrée par le Code de commerce. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des dispositions ou des décisions qui ne peuvent pas être prises à l'unanimité quand on est en SARL. Qui ne peuvent pas être prises à la majorité quand on est en SARL, qui ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Donc il y a ces différences-là. Il y a aussi une autre différence qui est quand même assez importante, c'est que quand le président n'est pas salarié, n'est pas assimilé salarié en SAS, il n'est pas soumis aux cotisations sociales. Tandis que le gérant de la SARL, quel que soit, il est soumis aux cotisations sociales. Après, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre en disant la SAS c'est mieux, la SARL c'est moins bien, puisque dans certaines situations, quand on travaille avec un expert comptable et quand on voit le dossier de l'entrepreneur, quand on voit son prévisionnel, on peut lui proposer de créer une SAS par rapport à ses ambitions et ses objectifs, comme aussi on peut lui proposer de créer une SARL parce que ça va lui coûter peut-être moins cher fiscalement ou socialement. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il ne faut pas que ça ait un effet de mode parce que c'est vrai que depuis les années 2000, il y a une explosion de création des SAS et après on a vu beaucoup d'entrepreneurs revenir en arrière en se disant finalement j'aurais pas dû choisir la SAS puisque je me retrouve acculée par l'URSSAF, alors que si j'étais restée en SARL, vu que j'ai une activité qui est pas très florissante, bien la SARL me permet de bénéficier de cotisations sociales beaucoup plus restreintes. Tout à fait. Alors,
Donc là, on a vu les différences au niveau juridique. Maintenant, en termes aussi de rémunération pour le dirigeant, ce n'est pas le même principe dans ces deux structures, SARL, SAS. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les différences? Oui, c'est vrai. Oui, alors effectivement, le président de la SAS peut être salarié de la structure, donc de la SAS, et sera considéré comme assimilé salarié. La différence, c'est que en contrepartie, la structure va payer plus de charges sociales. Tandis que dans le cadre de la SARL, le gérant qui est considéré, le gérant majoritaire qui est assimilé indépendant, lui, il va payer moins de cotisations sociales. Donc c'est pour ça que je disais que le choix de la structure juridique doit vraiment se faire au cas par cas, puisqu'on peut avoir des avantages dans l'une des sociétés, comme on peut aussi avoir des inconvénients. Donc, il faut vraiment faire un travail de jaugeage, en fait, pour voir quelle est la structure la mieux adaptée à l'entrepreneur et à l'activité de l'entrepreneur. Donc là, on a vu un peu les différences principales entre les deux grandes formes juridiques les plus souvent choisies entre SARL et SA. Mais comment un chef d'entreprise aujourd'hui doit réagir quand il veut monter sa structure? Quelle est sa démarche et comment il doit voir les choses, et qu'est-ce que vous conseillez pour qu'il puisse arriver à choisir justement la forme juridique dans laquelle il veut s'inscrire? Alors, le conseil que je pourrais donner aux chefs d'entreprise, c'est de ne pas hésiter à prendre les informations. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a cette possibilité de chercher et de trouver l'information, donc grâce aux avocats, aux experts comptables, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce. Ce sont des structures et des professionnels qui permettent à l'entrepreneur d'obtenir toutes les informations qui sont adaptées à ses besoins. Il y a effectivement aussi des informations qui sont en ligne. Il y a des colloques, il y a des conférences qui sont organisées par l'ordre des experts comptables, par l'ordre des avocats, par les chambres également. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à chercher l'information qui, en réalité, aujourd'hui, est beaucoup plus accessible. Avant, c'était plus compliqué. Avant, on n'avait pas Internet, on n'avait pas autant de professionnels qui se mobilisent pour justement répondre aux besoins des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus d'informations, que l'information est beaucoup plus vulgarisée aujourd'hui pour que l'entrepreneur sache à quoi s'attendre et qu'il choisisse la structure qui soit la mieux adaptée à lui. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la vie d'un entrepreneur peut changer. Il peut commencer en entreprise individuelle, comme aussi il peut vouloir modifier son entreprise et la transformer en société. Donc, s'il estime effectivement qu'il y a eu des changements et que son activité va se développer ou que demain, il a besoin de s'associer avec un partenaire, il peut créer sa société même après avoir créé son entreprise individuelle, c'est-à-dire l'entreprise individuelle ne sera plus une entreprise individuelle, mais elle deviendra une société. Comme aussi certaines entreprises qui restent en micro-entreprise parce qu'elles ne dépassent pas un certain seuil de leur chiffre d'affaires, eh bien, une fois que le chiffre d'affaires est dépassé, le seuil est dépassé, elles peuvent basculer sous une autre forme de structure juridique. Donc, rien n'est figé dans la vie d'un entrepreneur. Donc, en fait, une fois que le chef d'entreprise est accompagné ou pas, qu'est-ce qu'il va faire, même s'il est accompagné? Quel est, par exemple, donnez-moi par exemple des exemples de choses qui peuvent influer le chef d'entreprise pour dire qu'il va choisir telle structure plutôt qu'une autre? Alors, tout dépendra de ses attentes et de ses besoins immédiats ou sur le long terme. Donc, par exemple, si, je prends un exemple tout bête, si il a besoin de développer et de créer une holding, parce qu'il veut que sa structure gère plusieurs sociétés, eh bien, on va l'orienter plus vers une société, une SAS. Parce que l'entrepreneur individuel ne pourra pas faire ça, et la SARL sera trop restreinte pour qu'il puisse opter pour des projets d'aussi grande envergure. On peut aussi faire le choix de la SARL parce que les cotisations sociales
lorsqu'on est salarié d'une SAS sont trop élevés. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que c'est s'asseoir avec l'entrepreneur, lui dire ce qui serait plus avantageux pour lui sur le court terme et sur le long terme, lui dire si la structure qu'il va créer est adaptée à ses attentes, mais c'est vraiment du cas par cas. S'il sait qu'il n'a pas besoin, il sait qu'il n'est pas très à l'aise avec une comptabilité ou qu'il n'a pas besoin de s'associer et qu'il a un chiffre d'affaires qui ne va pas dépasser un certain seuil, il n'est pas utile qu'il crée une société. Il peut rester en entreprise individuelle. D'autant plus qu'il bénéficie d'une protection d'office qui est la séparation de son patrimoine personnel et de son patrimoine professionnel. Donc, c'est vraiment au cas par cas, puisque le chef d'entreprise, il a son projet. C'est une démarche, effectivement, qui est personnelle. Et il ne faut pas que ça lui coûte plus cher. Quand il crée sa société ou quand il crée son entreprise, il faut également que ça soit proportionnel à ses attentes. Il ne faut pas qu'il se dise « Ah ben, ça me coûte plus cher de créer que de développer ma structure et mon activité. » Tout à fait. Alors là, on arrive à la question finale que je pose à chaque personne qui est sur ce plateau. C'est de savoir quel conseil vous auriez donné à un chef d'entreprise qui souhaite monter son projet et choisir une structure juridique. Quel conseil? Alors, le conseil que je donnerais au chef d'entreprise, c'est de se faire accompagner par un professionnel. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd financièrement parce qu'il faut payer l'avocat, il faut payer l'expert comptable, mais le retour sur investissement est beaucoup plus avantageux. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui est accompagné peut éviter les difficultés. L'avocat ou l'expert comptable peut prévenir les difficultés, tandis que s'il est seul, s'il n'a pas les informations, il peut plus facilement se retrouver en difficulté financière, ce qui peut générer la fermeture de la société. Donc, il vaut mieux qu'il se fasse accompagner, qu'il prenne tous les renseignements auprès des organismes compétents pour justement éviter l'isolement de l'entrepreneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque chef d'entreprise, il y a une femme ou un homme qui, le plus souvent, se retrouve seul, acculé par les dettes sociales et par les dettes fiscales, tout simplement parce qu'il n'a pas su s'organiser, il n'a pas su s'entourer des bonnes personnes. Et en s'entourant des bonnes personnes, en parlant, en demandant de l'aide, en demandant un accompagnement, eh bien, les choses paraissent plus légères et le chef d'entreprise se sent évidemment plus léger dans le fonctionnement de son entreprise. De son entreprise, voilà. Tout à fait. Bon, ben, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur le plateau et puis je vous souhaite une bonne continuation. Ben, je vous remercie. À bientôt. À bientôt.